Bienvenue sur Connexion Immobilière, votre rendez-vous incontournable pour explorer le monde fascinant de l'immobilier. Initiée par Tanguy Immobilier en partenariat avec les studios Kyo, cette émission ambitieuse vise à démystifier le secteur de l'immobilier au Burkina Faso. Que vous soyez locataire, propriétaire, intéressé par la construction ou que vous envisagez l'investissement immobilier, Connexion Immobilière est là pour vous éclairer votre chemin. À travers des discussions approfondies, des études de cas et des conseils d'experts, nous aborderons tous les sujets qui vous tiennent à cœur. De la location à l'achat, en passant par la construction et l'investissement immobilier. Notre mission, vous fournir les outils et les connaissances nécessaires pour naviguer avec confiance dans l'univers de l'immobilier. Présenté par moi-même, Nia Clément, agent immobilier de Tanguy Immobilier, en compagnie de ma directrice générale, Josiane Bambara, chaque émission promet d'être riche en informations et en insights précieux. Et pour garantir que vous bénéficiez d'une expertise inégalée, nous inviterons sur notre plateau des experts reconnus dans leur domaine. Pour cette première émission, nous avons l'honneur de recevoir M. Arsène Dabiré, spécialiste des questions foncières au sein du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, qui partagera avec nous ses connaissances approfondies et son expérience de terrain. Ensemble, nous plongerons au cœur des nécessités d'un contrat de bail à usage d'habitation au Burkina Faso, explorons la loi qui le régit et discutons des défis rencontrés par les acteurs du secteur. Comme annoncé, nous avons le privilège immense d'accueillir Nyankou Arsène Dabiré, une éminence dans le domaine juridique et foncier au Burkina Faso. Actuellement directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, M. Dabiré apporte avec lui une riche expertise acquise tout au long d'une carrière distinguée. Titulaire d'un master en droit privé fondamental avec une spécialisation en droit privé, son mémoire sur, je cite, « arbitrage de droit international privé, le droit matériel applicable au fonds de litige » souligne son intérêt profond et sa maîtrise des nuances complexes du droit. Entré major au concours de la magistrature en 2008, M. Dabiré a une carrière distinguée ayant servi comme juge à Tinkoto et à Ouagadougou. Il a joué un rôle clé dans la rédaction sur la loi sur la promotion immobilière et ses décrets d'application, ainsi que dans l'élaboration des textes d'application de la loi sur le bail d'habitation privée. Sa contribution à la législation sur l'urbanisme et l'habitat est inestimable, faisant de lui un acteur majeur dans l'amélioration du cadre de vie au Burkina Faso. Bonjour, M. Dabiré. Oui, bonjour, madame. Bonjour, M. Dabiré. Bonjour, monsieur. Dites-nous, Madame Bambara, comment pouvons-nous définir le contrat de bail à usage d'habitation et en quoi est-elle nécessaire? Alors, merci de commencer par cette définition parce que il est important que tout le monde sache qu'un contrat de bail est un accord légal par lequel un propriétaire, le bailleur, donne le droit d'usage d'un bien immobilier à une autre partie, le locataire, pour une période donnée en échange d'un paiement qui est le loyer. Ce contrat détermine les termes et conditions de la location, les obligations des parties et les conditions de résiliation. Lorsque le bien, objet de la location, est destiné à un usage d'habitation, on parle alors de contrat de bail à usage d'habitation. Au Burkina Faso, c'est la loi 103/2015-CNT qui réglemente les relations entre les bailleurs et locataires dans le cadre des baux d'habitation privés. Ok, mais quels en sont les risques lorsque ce contrat n'est pas signé, par exemple? Louer un bien immobilier sans contrat de bail comporte des risques significatifs. Pour le locataire, cela inclut l'absence de garantie sur la durée de la location, évidemment, le risque d'expulsion sans préavis qui s'ensuit, ou de hausse soudaine du loyer. Mais quels en sont les avantages pour les deux parties? En d'autres termes, quelle protection juridique et quelle garantie offre
le contrat de bail? Malgré l'existence du contrat de bail et de la loi sur le contrat de bail, force est de constater actuellement au Burkina Faso que beaucoup de gens n'ont pas recours à la formalisation par un contrat de bail. Pourtant, la signature d'un contrat de bail, comme vous l'avez dit, présente plusieurs avantages, tant pour le bailleur que pour le locataire. Ça répond déjà aux risques que nous avons énumérés un peu plus tôt, mais le contrat de bail, en fait, formalise l'accord, ce qui permet d'éviter les malentendus, les disputes concernant les termes de la location. Le contrat spécifie les droits et obligations de chaque partie, assurant la protection légale en cas de non-respect des conditions convenues. De plus, et ça c'est peut-être le plus important, il fournit un cadre pour le règlement des éventuels conflits. Monsieur Dabiré, encore merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Tout l'honneur est pour nous. Et après toutes ces définitions que nous avons données du contrat de bail, des avantages pour les parties, des risques, est-ce que vous auriez peut-être des choses à rajouter pour compléter un peu ce qui a été dit? Je vous remercie. Je remercie Connexion Immobilière pour l'occasion qu'elle offre une fois de plus, je dirais, aux structures administratives de pouvoir se prononcer sur le contenu de la loi, sur le bail d'habitation privée et ces textes réglementaires d'application. Dire que j'ai quelque chose à ajouter à ce qui a déjà été dit, je pense que je dirais que vous avez été plus ou moins exhaustive, sauf à ajouter que, en fait, c'est quand on lit malheureusement la loi, la disposition qui dit que le contrat de bail doit être écrit n'a pas assorti l'obligation de rédiger le contrat de bail là d'une sanction. Parce que très souvent, quand on veut que l'écrit soit un élément de validité du contrat, on dit que l'écrit est exigé à peine de nullité. Mais là, bon, cette sanction n'est pas prévue, mais l'idéal serait quand même que chaque fois que un bailleur et un locataire vont en relation de contrat, qu'il y ait un contrat écrit pour pouvoir, comme vous l'avez souligné tantôt, préserver les intérêts des uns et des autres, tant le bailleur que le locataire. Et qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer qu'encore aujourd'hui, et je vous dis que c'est le cas, beaucoup de Burkinabés prennent en location ou louent leurs biens sans recourir au contrat de bail? Qu'est-ce qui, à votre sens, peut l'expliquer? Je dirais qu'il y a deux éléments peut-être qui peuvent l'expliquer. Vous savez très bien, madame, que le Burkina Faso, c'est un État où, disons, notre pays, c'est pas un pays où les gens ont la culture de l'écriture. Donc, très peu de gens pensent à recourir à l'écrit lorsque ils entrent en relation contractuelle avec X ou Y. Donc, ça, c'est une raison, à savoir qu'on n'a pas cela dans notre culture. L'autre raison qui est sous-jacente, c'est peut-être que les parties entendent échapper à certaines, je dirais, mesures administratives. Parce que si le contrat n'est pas enregistré, le fisc ne peut pas faire son travail. Et ça va dans l'intérêt, je dirais, et du bailleur et du locataire. Parce que, je dis des deux parce que lorsque vous prenez le contrat de bail enregistré, ça veut dire qu'il faudra au finish payer l'impôt sur le revenu foncier. Et l'impôt sur le revenu foncier, en principe, c'est le bailleur qui doit payer l'impôt sur le revenu foncier. Mais puisque le bailleur fera supporter cela très souvent par le locataire, dès la signature du contrat, le bailleur va le faire savoir au locataire que si jamais je dois payer l'impôt, ben, c'est toi qui devras supporter ça. Et il augmentera donc le loyer conséquemment pour pouvoir supporter donc l'impôt qui devra être versé. Donc, de façon tacite, que ce soit le locataire ou le bailleur préfère ne pas passer à l'écrit pour ne pas avoir enregistré le contrat. Mais je dis que ce qui serait intéressant serait que le contrat soit enregistré pour pouvoir préserver les intérêts des deux parties, comme on l'a souligné pour commencer. Donc, si je retiens bien,
Et c'est peut-être un appel peut-être à l'administration fiscale. Donc tous les problèmes liés justement à cette non-volonté des populations de préserver un peu les intérêts, parce que c'est réel, c'est essentiellement la pression fiscale en fait. Oui, il y a la pression fiscale, mais il y a aussi que d'un point de vue, je dirais, social, ça aurait pu intéresser aussi les mairies, puisque normalement la loi dit que le contrat doit être enregistré même à la mairie et l'autorité municipale retient 2 copies. Une copie qui va rester sur place à la mairie là-bas et l'autre ira au niveau de l'administration fiscale. Les 2 autres seront remises, les 2 autres copies, je veux dire, seront remises aux différentes parties bailleurs et locataires. Donc, si la mairie avait les contrats signés en ses bureaux, cela veut dire que la mairie, en principe, a la position des différents citoyens qui se trouvent sur son ressort, sur son territoire. Et donc, ça peut les intéresser. Ça peut les intéresser aussi à lever, comment ils appellent ça, la taxe de résidence, mais aussi à pouvoir apporter l'eau, l'électricité comme il se doit, la viabilisation nécessaire, voilà, comme il se doit, à qui en a besoin. Et également, ça peut aussi intéresser, on ne le dit peut-être pas assez, mais ça peut intéresser aussi la justice. Parce que si le contrat est enregistré à la mairie, en cas de notification ou de signification d'un acte de justice, l'huissier peut recourir à la mairie parce qu'il y a ce qu'on appelle la signification à mairie. Donc, l'huissier peut recourir à la mairie qui est censé donc en ce moment avoir les informations concernant X ou Y pour pouvoir notifier la signification à l'intéressé. Donc, vous voyez, le fait de passer par l'écrit, ça comporte beaucoup d'avantages, ça comporte beaucoup d'intérêts pour les différentes parties, pour l'administration. Et je pense que le souhait, en tout cas, serait que même si la loi n'a pas attaché une conséquence particulière à la non-écriture du contrat, il faudrait y songer, il faudrait y aller. Merci beaucoup, M. Dabiré. Madame Diop, je vous retourne la question. Pouvez-vous nous donner une description générale de la législation actuelle encadrant les baux à usage d'habitation au Burkina Faso? Comme M. Dabiré l'a dit, il existe une loi qui encadre justement ce contrat. Et au Burkina Faso, c'est la loi 103/2015/CNT qui régit les rapports bailleurs-locataires pour les baux d'habitation privée, excluant les baux agricoles, commerciaux, professionnels libéraux. Elle précise les conditions du contrat de bail, y compris sa forme écrite, et on va y revenir parce que je n'avais pas cette subtilité que la forme écrite n'était pas obligatoire, mais vous allez peut-être nous le préciser après. Les obligations des parties, le loyer et les conditions de sa révision. Elle encadre également les procédures de recouvrement du loyer, les modalités de sous-location ou de cession de bail, ainsi que les circonstances de résiliation ou d'extinction du bail. La compétence juridictionnelle et la procédure à suivre en cas de litige sont définies, tout comme les dispositions transitoires et finales concernant l'entrée en vigueur de la loi. Mais quelles sont les obligations des 2 parties? Alors, on parle beaucoup d'obligations de chaque partie. Donc, nous avons des obligations à la fois du côté du bailleur comme du locataire. Pour résumer les obligations du bailleur, il doit obligatoirement mettre à disposition le logement au locataire. Donc, ça veut dire qu'il doit fournir au locataire un logement décent, comprenant les équipements mentionnés dans le contrat sans restriction d'utilisation. D'accord. Il doit également offrir une garantie contre les vices cachés. C'est-à-dire que si tu rentres dans ta maison et que du coup, le toit te tombe dessus, c'est de la responsabilité du propriétaire. Il doit effectuer les entretiens et réparations. Donc, il est chargé d'effectuer les réparations nécessaires au maintien en état du logement, sauf clause contraire dans le contrat. Pour ce qui est du locataire, le locataire, il doit procéder au paiement du loyer et de ses charges. Donc, il s'engage à verser le loyer et les charges convenues à leur échéance. Il doit procéder à une utilisation soigneuse du logement.
Donc, il doit utiliser le bien loué de manière diligente, en bon père de famille, comme on a l'habitude de le dire, et conformément à sa destination. Il ne peut pas l'utiliser pour autre chose que ce qui était convenu. Enfin, il a une obligation de notification de réparation. Il doit informer le bailleur de toute réparation nécessaire qui relève de la responsabilité du bailleur. Bon, c'est grosso modo, hein, ça veut dire que dans la réalité, on peut aller dans plus de détails. Mais résumé rapidement, on peut dire que ces obligations-là sont celles-là, du côté du bailleur comme du locataire. Et on en vient, Monsieur Dabiré, on va dire au cœur de cette émission, parce qu'en réalité, nous avons défini le contrat de bail, nous avons une loi qui régit les relations, et nous savons que tous les Burkinabés, dans leur vie, sont amenés à louer un bien ou à prendre en location un bien. Donc ça nous concerne tous. Qu'est-ce qui a amené l'État à voter cette loi? Qu'est-ce qui a conduit l'État à se dire, bon ben ok, il y a le contrat de bail, c'est pas pris, nous aujourd'hui nous décidons de voter une loi avec des décrets d'application pour aider les Burkinabés. Qu'est-ce qui a conduit l'État à cette démarche? Merci bien, madame. Je dirais à cette question que lorsque vous ouvrez la Constitution, je pense que c'est entre l'article 15 et l'article 18 de la Constitution, il est dit que le droit au logement est un droit reconnu. Ce qui veut dire que l'État œuvre ou met tout en œuvre pour assurer le droit au logement à tous les citoyens, à tous les Burkinabés. Mais assurer le droit au logement aux citoyens burkinabés, ce n'est pas forcément construire une maison pour les citoyens burkinabés. Ça peut être aussi alléger les conditions ou mettre les conditions qu'il faut pour assurer un bail décent à tous les citoyens burkinabés ou aux citoyens qui se retrouvent dans la situation de devoir prendre une maison en location. Donc, ce qui veut dire que l'État peut non seulement adopter ou faire adopter les textes qui permettent de construire les maisons pour les citoyens, mais aussi peut faire adopter ou adopter les textes qui permettent d'encadrer le bail qui permettra aux citoyens de pouvoir se loger comme il se doit. Et c'est la loi sur le bail d'habitation privée, c'est peut-être la deuxième loi ou le deuxième texte du genre. Déjà en 88 ou 89, sous l'ère post-révolution, on avait déjà un kitty sur le loyer qui réglementait le loyer. Et en 2015 est intervenue la loi sur le bail d'habitation privée. Vous allez voir que on est dans deux périodes à la limite d'exception, parce que 2015 là, c'était une période où c'était la transition, comme on le dit, la transition politique. Donc, et vous savez très bien que lorsque on est dans une période de transition politique ou bien dans un régime d'exception, très souvent il y a des mesures un peu plus fortes qui sont prises. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que, ayant constaté la ferveur de la population et en vue d'amoindrir un peu aussi la souffrance de cette même population, le gouvernement d'alors est passé par la CNT pour adopter cette loi-là afin de pouvoir contenir un peu quand même la flambée des prix ou la flambée des loyers que nous connaissons au Burkina Faso. Parce que il vous souviendra qu'en son temps, le ministre en charge de l'urbanisme avait dit qu'il suffit que qu'un goudron, un bitume, passe devant la cour de quelqu'un, bitume qu'il n'a pas mis en place, et il procède à l'augmentation du loyer. Bon, donc je pense que c'était pour pouvoir contenir cette flambée anarchique-là que, en son temps, la loi sur le bail d'habitation privée avait été adoptée. Mais est-ce qu'il y a eu une réelle communication qui a accompagné cette loi? Parce qu'on n'a pas l'impression que ça a changé grand-chose. C'est vrai qu'il y a eu un engouement, justement, quand les gens attendaient à ce qu'il y ait une indexation des loyers, pardon. Les gens s'attendaient qu'il y ait des barèmes, ce n'est pas sorti, c'est jamais sorti, à ma connaissance. Bon, on a l'impression que c'est comme, justement, un goudron qui a été construit, et puis après, c'est pas terminé. Est-ce que
D'abord, il y a quelque chose qui va suivre. Est-ce qu'il y aura un autre aboutissement? Et quelle communication l'État a mené, en fait, ou va mener pour pouvoir permettre justement aux populations de se dire, bon, ben, on a quand même quelque chose. L'article 6 de la loi disait qu'un référentiel des coûts, un référentiel des valeurs, des coûts de réalisation des logements est arrêté chaque 3 ans. Il est là. L'arrêté a été signé le 5 avril 2019. Et cet arrêté comporte, je dirais, 3 parties majeures. La première partie fait une classification des types de construction au Burkina Faso. On a les bâtiments simples et en adobe, en banco comme on le dit. On a deuxième type là, les bâtiments en parpaing, en BTC, bloc de terre comprimé, ou en BLT, bloc latéritique taillé. Donc, mais le bâtiment est construit en bungalow, pas à niveau. Et le troisième type, ce sont les bâtiments qui sont construits à niveau. Bien évidemment en parpaing, BTC ou BLT. Et ces différents types-là sont répartis en catégories en fonction du niveau de confort ou d'aménagement à l'intérieur. Donc, pour le type 1, pour les bâtiments en banco, vous avez deux catégories. Les types 2 et 3, c'est 6 catégories. Je ne vais pas rentrer dans les spécifications des catégories. Et deuxième partie donc de cet arrêté, c'est sur justement les valeurs de référence. Et pour pouvoir déterminer ces valeurs de référence, on a divisé le territoire national en zones. Ça, je le disais bien, voilà. Parce qu'à Ouaga 2000, où tu achètes ton terrain, même si tu vas faire un bungalow ou bien un truc en parpaing, tu ne peux pas forcément. J'arrive, madame. On a divisé ça en zones. Quand vous prenez Ouaga et Bobo, Ouaga et Bobo constituent une spécificité de par cet arrêté. Ouaga et Bobo ont encore été subdivisés en 2 zones A et B. La zone A de Ouagadougou regroupe la zone de Ouaga 2000, la zone de Zaka, les cités aménagées. Tout ce que vous avez comme cités aménagées dans la ville de Ouagadougou, les arrondissements 1, 2, 5, 6 et 12. Ça constitue la zone A. Et la zone B est constituée maintenant des autres arrondissements. Pour Bobo, c'est toute la ville de Bobo-Dioulasso, sauf, pour la zone A, toute la ville de Bobo-Dioulasso, sauf les secteurs 9 à 11. Ça, ce sont en ce qui concerne les 2 villes. Ensuite, on a les chefs-lieux de région, les chefs-lieux de province. Et au niveau des chefs-lieux de province, on y a adjoint la commune de Nyangoloko, de Puitenga, de Sinkansé, de Bitou et de Garango. 5 communes qui sont en réalité des communes urbaines. Et maintenant, on a les autres communes rurales, voilà, et villages rattachés. Donc, on a réparti le territoire national en ces zones-là pour pouvoir fixer maintenant les valeurs de référence, un minimum et un maximum. Et le bailleur, en principe, doit s'insérer dans ce minimum et ce maximum-là pour pouvoir fixer le loyer. Autre élément, ou troisième partie, donc, ça concerne les équipements, c'est-à-dire le climatiseur, par exemple, la baignoire, les brasseurs d'air, les polytanks, ainsi de suite, et aussi les aménagements à l'intérieur. Une cour aménagée avec des pavés, une piscine, ce ne sera pas le même loyer forcément qu'une cour qui n'a pas ces conditionnalités-là ou ces commodités-là. Donc voilà comment est-ce que l'arrêté a organisé voilà, les valeurs de référence pour pouvoir fixer le loyer. Pour dire que un tel document existe. Mais est-ce que c'est appliqué aujourd'hui? Et quelles sont les mesures, on va dire, de discipline ici, par exemple? Je veux dire, est-ce que l'État aujourd'hui, vraiment, peut mettre en application ces arrêtés-là?
C'est difficile en réalité. Je dirais que cela me permet de dire deux choses. La première, c'est que malgré le fait que ce soit timide, les différents textes quand même sont appliqués. Je le dis parce que, du reste, par exemple, vous avez demandé qu'on vienne animer quelque chose sur le bail d'habitation privée. D'autres l'ont demandé au ministère parce que, justement, ils étaient confrontés, ou ils sont confrontés à l'application, justement, de ces textes-là. Quand ils invoquent, des bailleurs, par exemple, invoquent ces textes face à des locataires, les locataires leur disent, bon, ils n'en ont cure, ils ne savent quoi faire, voilà. Tout comme aussi des locataires fourbissent ces textes-là face à certains bailleurs qui se montrent assez réfractaires, assez réticents. Donc, c'est dire que c'est appliqué, même si c'est très timide. Maintenant, l'autre difficulté de cette loi, et je pense que nous l'avons toujours dit, c'est que pour que la loi puisse produire plein effet à tous égards, il faudrait que l'offre publique de logement soit assez conséquente. De sorte que lorsque un locataire va se diriger ou un preneur va se diriger vers un bailleur X pour une maison, si le bailleur lui dit que la maison, ça fait 100 000 francs, or selon la loi, la maison ne doit pas dépasser 50 000 francs, que ce locataire-là ait la possibilité de se tourner vers l'offre publique qui, bien évidemment, va respecter la réglementation. Mais pourquoi vous dites ça? Ça veut dire que vous n'avez pas une manière d'imposer aux locataires, aux propriétaires qui offrent ça à 100 000 francs, qu'ils rentrent dans le barème fixé par l'État? Vous savez, madame, c'est des contrats. Le contrat de bail, c'est un contrat civil. Et donc, c'est un contrat aussi qui est soumis à la loi de l'offre et de la demande. Et si le locataire, refuse parce que la loi a dit qu'il ne faut pas excéder 50 000 francs, alors qu'au même moment, il n'a pas quelque chose sous la main, ça va être difficile pour lui de pouvoir tenir. Ça, c'est une réalité. Il faut se rendre à l'évidence que c'est difficile tant qu'il n'y aura pas d'offre publique de logement conséquente. Et l'autre outil, c'est que effectivement, de par la loi, si un loyer ne doit pas excéder, par exemple, 50 000 francs, et le bailleur met ça à 100 000 francs, je l'ai toujours dit, ce que le bailleur court comme risque, c'est que le locataire peut prendre ça, et à l'instar de ce qui se passe, par exemple, avec le SMIG, dans le cadre du contrat de travail, là, le locataire prend le local, et parce que s'il décide d'aller en justice sans avoir intégré la maison, ça va être difficile. Il décide de prendre. Quand il va vouloir partir, il se tourne maintenant vers la justice pour demander que la justice condamne le bailleur en question à payer le trop-plein perçu durant. Mais donc le contrat de bail est nul actuellement. Non, le contrat de bail n'est pas Parce nul. que s'il a accepté de signer quelque chose avec un bailleur à un prix et qu'il utilise ce même contrat pour aller dire que non, en réalité, moi j'ai signé le contrat selon la loi burkinabé, mais en réalité, le montant du loyer, en fait, excède ce que l'État impose. Il n'y aura pas un conflit quelque part? Oui, ce que vous dites, ça peut tenir, parce que en droit, on dit que le contrat est la loi des parties. Le contrat étant la loi des parties, si vous avez signé, a priori, c'est ce que vous avez dit là, c'est ça qui s'applique. Mais il se trouve que il n'est pas exclu que lorsque l'intéressé, le locataire donc, va se tourner vers la justice, que la justice dise que vous avez prévu dans votre contrat une clause qui est contraire à la loi. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Si le juge estime, les spectateurs, ils vont le saisir, mais non, si le juge estime qu'il s'agit, que la loi n'a prévu qu'une disposition supplétive, en ce moment, le juge ne suivra pas le locataire. Par contre, si le juge estime que la disposition qui veut qu'on ne dépasse pas le plafond qui est fixé, par exemple, est une disposition impérative, il va restituer le locataire dans ses droits. Pour le moment, je ne crois pas qu'une décision soit intervenue dans ce sens. Je pense que c'est parce que les gens d'abord ignorent ça.
Ils ignorent parce que même nous, professionnels de l'immobilier, nous n'avons pas peut-être accès à cet arrêté-là. Et c'est un peu compliqué. Mais moi, j'aimerais encore parler de cet aspect parce qu'on a l'impression que l'État, justement, dans le souci de vouloir aider les populations dans cette période, on va dire, de transition, n'a pas pris en compte les difficultés déjà que les propriétaires qui ont construit leurs biens avaient. Parce que quand on regarde aujourd'hui le coût des matériaux, le coût de d'achat d'une parcelle, et vous êtes au fait, et qu'après, on impose pour quelqu'un qui a mis 30 millions, 50 millions à construire, on lui dit non, mais parce que c'est un investissement après, il a dû s'endetter sur son salaire, sur ses privations, pour pouvoir effectuer cet investissement. On dit non, ben, normalement, lui, dans ses prévisions, où il devait avoir son retour sur investissement sur 10-15 ans, on dit non, ben, tu dois louer à 150 000 et il doit avoir son retour d'investissement sur 20 ans. Vous voyez, c'est-à-dire entre 2019 et aujourd'hui, où on est en 2024, il y a eu le Covid qui est passé derrière. Quand on se renseigne sur la tonne de ciment, comment elle a augmenté, le fer, entre-temps, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Vous voyez, c'est ça la difficulté, en fait, de pouvoir déterminer, donner des montants qui sont, à mon sens, qui sont un peu difficilement réalisables. Oui, madame, je comprends ce que vous dites là, mais on a tenu compte de cela au moment de l'adoption de la loi, justement. Parce que si vous prenez la loi, vous l'ouvrez, je pense que c'est en son article 6, alinéa 2, il est bien dit que le référentiel là est arrêté chaque 3 ans. C'est-à-dire que chaque 3 ans, on doit relire le référentiel qui fixe les minima et maxima là, pour pouvoir tenir compte justement des différents changements ou des différents surcoûts qui sont intervenus entre-temps. Donc 5 ans après, normalement, ça a été fait. Logiquement, ça devait être fait. Parce que la loi même a été, pas la loi, l'arrêté même a été adopté ou a été signé en 2019. Donc en principe, c'était en 2022. Mais malheureusement, en raison, je dirais, des remous sociopolitiques que notre pays a traversés, on n'a pas pu véritablement se pencher là-dessus. Sinon, c'est une question, et rien que, bon, je dirais, les jours passés là, j'en parlais avec le premier responsable du département. Sinon, on a cela à l'esprit, on doit relire pour tenir compte justement de la hausse des matériaux de construction, des difficultés. De l'inflation. Voilà. Mais autre élément que je dois ajouter, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens pensent qu'à travers la loi, c'était pour faire la part belle uniquement aux locataires ou aux populations. Parce qu'on a l'impression, en fait. Ah, non, mais parce qu'en réalité, le bailleur, on a l'impression qu'on est dans un pays où les propriétaires, parce que c'est eux qui semblent être en fait au-dessus de la classe moyenne, parce que c'est eux qui ont un peu de pouvoir d'achat, c'est eux qui se sont sacrifiés. Bon, moi, je ne prends pas la défense des propriétaires, parce que l'un dans l'autre, nous sommes au milieu, mais ce sont des sacrifices que ces gens-là ont fait souvent pour pouvoir permettre d'arrondir un revenu. Mais quand on leur dit non, mais en fait, on a l'impression que c'est diabolisé et que c'est mal perçu. Non, j'ai toujours dit que ce soit la loi ou l'ensemble de ces textes réglementaires d'application, ces différents textes-là n'ont pas été pensés et adoptés pour favoriser les locataires uniquement. Non, c'est à l'endroit des deux. L'État a constaté une situation, je dirais, pathologique au sein de la société et l'État intervient pour réglementer. Pour preuve que la loi n'est pas seulement en faveur des locataires. Vous avez par exemple une des dispositions de la loi qui impose une procédure spéciale pour le recouvrement du loyer. Vous n'avez pas ça dans un autre texte. Lorsque le bailleur n'est pas payé à temps, il a la possibilité d'aller devant le président du tribunal, demander que le locataire soit condamné à lui verser son loyer. Et cela,
quand il va déposer, il va passer par voie d'huissier. L'huissier dépose l'acte devant le président. Le président signe un commandement de payer. Le commandement, c'est pour un certain délai qui ne dépasse pas 2 bonnes semaines. Après cela, si le commandement a donné 8 jours au locataire pour s'exécuter, il ne s'exécute pas, le bailleur reprend le commandement et va devant le président du tribunal au-delà des 8 jours-là, qui appose la formule exécutoire et ça devient une décision exécutoire. Donc, en l'espace d'une trentaine de jours, il a une décision en bonne et due forme. C'est rapide. C'est la théorie, parce que la réalité, je vous promets que pour que les bailleurs puissent recouvrer, et nous on est dedans, parce qu'en tant qu'agence immobilière on le fait, il y a même jusqu'aujourd'hui la procédure, on n'a toujours pas le loyer. La procédure de recouvrement, elle est longue, elle est fastidieuse. Est-ce que vous avez utilisé la procédure de recouvrement des loyers qui est prévue pour le bail d'habitation privé, les loyers des maisons pour dormir? Parce que le bail, quand vous prenez l'acte uniforme aussi sur le droit commercial général, cet acte uniforme prévoit autre chose. Voilà. Et si vous avez donc utilisé ça, certainement en passant par la procédure d'injonction de payer, c'est différent de la procédure prévue par la loi sur le bail d'habitation privée. Voilà pourquoi je suis pas si sûr donc je vais pas. Voilà. Donc, mais ça, par exemple, c'est un avantage qui est prévu pour le propriétaire. Il y a aussi les avantages, comme vous avez l'impression même que c'est une loi qui est faite. C'est un avantage de médecin après la mort, parce qu'en réalité, c'est quand le monsieur il paye pas. Mais durant, on va y arriver, parce qu'il y a tellement de tractations entre bailleurs et locataires, c'est tellement compliqué, et on a toujours l'impression effectivement que l'État est on va dire que l'État est du côté du plus faible, et en l'occurrence, le plus faible est toujours perçu par comme le locataire. Bon, c'est vrai que quand on prend les théories sur l'État, vous avez l'État-providence, peut-être qu'on est dans l'État-providence, il y a l'État gendarme, ainsi de suite. Peut-être que le Burkina Faso s'est voulu État-providence en prévoyant des dispositions qui arrangent peut-être le locataire, mais je pense que faut pas voir en ces textes-là des textes qui n'arrangent que le locataire, ça arrange toutes les parties. Effectivement. Alors, j'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que depuis la promulgation de cette loi-là, les imprimés, par exemple, des contrats de bail au niveau de l'administration fiscale ont été impactés, ou est-ce que l'État a sorti un contrat type, justement pour faciliter parce que quand on sait le taux d'analphabétisme de nos populations, ou même la difficulté pour les populations d'avoir accès à... Est-ce qu'il y a un imprimé type que l'État a prévu pour le contrat de bail à usage privé? Un imprimé type, je dirais, comme c'est l'administration, je dirais qu'au niveau du ministère en charge de l'économie et des finances, il y a quand même un imprimé qui est proposé pour l'enregistrement des contrats de bail. Sinon, au niveau du ministère en charge de l'urbanisme, non, il n'y a pas d'imprimé, même si c'est ce ministère qui a porté la loi devant le Conseil national de transition en son temps, mais il n'y a pas d'imprimé là-bas, étant entendu que après l'adoption de la loi, la mise en œuvre incombe à toute l'administration, à tout l'État, et que la cheville ouvrière en ce qui concerne la fiscalité, c'est le ministère en charge de l'économie. Donc, je suppose que c'est dans ce cadre-là, que c'est à ce niveau qu'on a l'imprimé sur le contrat de bail. Pourquoi je demande ça? Parce qu'en réalité, nous, par exemple, en tant qu'agence immobilière, on a fait faire le contrat de bail pour tenir compte de la loi, etc., par un avocat, mais il y a beaucoup de gens qui nous reviennent et nous disent « Ah non, mais c'est l'imprimé de l'administration fiscale qui n'a même pas... été impacté, en fait, on va dire, par les nouvelles dispositions de la loi. Du coup, ça fait comme si ce qui est légal, là, c'est ce qu'on prend à l'administration fiscale, pendant que, vous voyez, il y a comme un dialogue où... Bon, il y a peut-être matière à communiquer entre les différentes parties, notamment les ministères, l'ordre des notaires, éventuellement, parce que le notaire... quand il intervient, il instrumente, l'acte qu'il sort, c'est un acte authentique. Donc, en principe,
il n'y a pas lieu de rejeter ça, sauf à poursuivre le notaire pour faux suivant une procédure spéciale. Sinon, logiquement, ce qu'il a constaté ou ce qu'il a dit, ça vaut jusqu'à inscription de faux, comme on le dit. Donc, mais je pense que il y a lieu que les différents acteurs s'asseyent pour échanger, communiquer, afin qu'on mette les points sur les i, comme on le dit. Sinon, il ne doit pas avoir en principe en tout cas, il ne doit pas avoir de problème à recevoir un acte dressé par un notaire. Je dis bien notaire. Mais le problème, c'est que le notaire intervient peu dans le contrat de bail à usage d'habitation. Parce que, c'est-à-dire que ce qui se fait, c'est quoi? C'est-à-dire, par exemple, nous, en tant qu'agence immobilière, on est mandataire d'un propriétaire. Donc, nous sommes comme des propriétaires, nous louons des biens pour lesquels nous avons la gestion et nous formalisons les contrats de bail. Donc, quand les contrats de bail sont formalisés, évidemment, les contrats de bail ont été proposés par des avocats. Voilà. Et donc, quand on le signe, nous allons maintenant les enregistrer auprès de l'administration fiscale. C'est notre imprimé, c'est notre exemplaire. Il y en a qui vont faire authentifier par notaire, etc. Mais généralement, c'est très peu. Il y a très peu voilà. Maintenant, il y a certains locataires qui souhaitent justement utiliser l'imprimé de l'administration fiscale qui, à notre sens, n'est pas complet ou ne reprend pas en fait tout ce que la loi, en tout cas, prévoit, notamment en termes d'obligations des parties, notamment en termes de conditions. Donc c'est dans ce sens-là que je disais, est-ce qu'il ne serait pas bon qu'entre les ministères, on ait quand même quelque chose d'assez complet, un imprimé qui puisse qui regroupe tout. Voilà, recouper tout ça. Oui, c'est ce que je disais là. Ce serait vraiment bien que les différents acteurs s'asseyent pour définir un imprimé type afin de pouvoir justement aller à l'application effective de la loi sur le bail d'habitation privée. Parce que l'administration refuse un acte dressé par un notaire, bon, c'est à se poser des questions. Au niveau du ministère en charge de l'économie et des finances, l'imprimé ne soit pas complet, c'est à revoir aussi. Donc vraiment, il faudrait que les acteurs là s'asseyent pour essayer de revoir le contenu de tout ce dispositif-là.